le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au poste. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joannel François et Smith Jean-Julien Rubens sous les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacques Mel. Emmanuel Macron à Moscou, Scholz à Washington, Paris-Berlin s'active sur le dossier ukrainien. Emmanuel Macron est attendu à Moscou ce lundi. Olaf Scholz s'envole lui pour Washington. Voici un reportage signé Euronews. Emmanuel Macron rencontrait Vladimir Poutine ce lundi à Moscou pour relancer le dialogue dans le dossier ukrainien. Un entretien jugé important par le Kremlin, même si une percée décisive est peu probable, selon le porte-parole du président russe. Après Moscou, Emmanuel Macron doit se rendre à Kiev mardi pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce ballet diplomatique concerne aussi le chancelier allemand Olaf Scholz, qui est attendu à Washington ce lundi pour réaffirmer le soutien de Berlin dans le dossier ukrainien. Il se rendra par la suite à Moscou et Kiev les 14 et 15 février. On n'y va pas simplement pour prendre un café, il s'agit de vraie politique, dans ses aspects les plus durs et les plus importants. Et cela se déroule dans une situation de crise très forte. Et je pense qu'il faut toujours être clair sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à juste titre. Il s'agit d'éviter une guerre en Europe. C'est un sujet sérieux. Et c'est cela que je dois aux citoyens de notre pays. J'en suis responsable pour la paix en Europe et vis-à-vis de nos alliés. Avant le déplacement du chancelier allemand à Washington, Berlin a annoncé ce lundi l'envoi de 350 soldats en Lituanie pour renforcer le flanc est de l'OTAN. Direction la Tunisie, le Conseil supérieur de la magistrature dissous. Kais Saïed dénonce une instance corrompue. L'Union européenne est préoccupée par la décision du président tunisien Kais Saïed de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature. CSM insiste sur l'importance de l'indépendance judiciaire, a annoncé lundi la porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Voici un reportage signé France 24. Le calme est pour l'instant revenu devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais ses portes sont fermées et des employés ont été empêchés d'entrer dans le bâtiment. Son président dénonce la confiscation de la justice. Des mesures adéquates seront prises une fois que les raisons de cette action seront claires. Il s'agit d'une nouvelle étape d'agression contre le Conseil. Une nouvelle étape, car samedi soir, le président tunisien a dissous le Conseil supérieur de la magistrature, quelques semaines seulement après avoir mis fin aux primes et privilèges accordés aux membres de l'organe indépendant. Et c'est justement cela qui est remis en cause par le chef de l'État. Kais Saïed dénonce une instance corrompue et partiale qui aurait notamment ralenti l'enquête sur l'assassinat du militant de gauche, Chokri Belaïd. Malheureusement, certains juges dans les tribunaux ont manipulé ce dossier. Ce n'est pas la première fois. Le Conseil fait partie du passé à partir de maintenant. Ce dimanche marquait justement le 9e anniversaire de la mort de Chokri Belaïd. L'occasion de lui rendre hommage dans les rues de Tunis. L'occasion aussi de saluer la décision du président. Après la dissolution du Conseil de la magistrature, que restera-t-il ? Il restera des juges intègres et audacieux et ce sera de leur responsabilité de dévoiler la vérité. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de juges qui sont au Conseil et travaillent pour Enarda. Le mouvement islamiste conservateur, c'est justement la bête noire du président Saïed. Selon certains observateurs, avec la dissolution de l'instance judiciaire, c'est à Enarda qu'il s'attaque. Après la chute de Ben Ali en 2011, le mouvement a participé à quasiment tous les gouvernements et aurait aujourd'hui une forte influence sur le Conseil. Avec ce nouveau démantèlement, le président tunisien fait plus que jamais cavalier seul. En juillet dernier, il s'était arrogé tous les pouvoirs après avoir limogé son Premier ministre et gelé le Parlement. Des mesures qui ont valeur de coup d'État pour la justice et les partis d'opposition.
Direction le Canada. À Québec, les manifestants promettent de revenir dans 2 semaines avant de plier bagages. Les leaders des manifestations du week-end à Québec se sont adressés à la foule. Ils louangent un événement magnifique et rassembleur. Au pas ils ont l'intention de récidiver. Voici un reportage signé Radio-Canada. Tôt dimanche matin, cet avis a été distribué aux camionneurs garés devant le Parlement. Les policiers ne les toléreront plus encore longtemps sur le boulevard René-Lévesque. Dernier avis. C'est bon? C'est compris pour vous aussi. Merci beaucoup, messieurs. Les agents sont déployés en grand nombre. Prochaine étape, les contraventions. Juste avant de se faire remorquer, ce manifestant en camionnette quitte de son plein gré. Ça a super bien été. Les policiers étaient vraiment gentils avec nous autres, ils étaient conciliants. Les camionneurs aussi l'ont été. Ils ont attendu à 10h30 pour commencer à klaxonner. Des sympathisants du mouvement ont construit cette cabane à café. C'est notre façon de contribuer, nous aussi. D'autres essayent d'amuser la foule pour la garder plus longtemps sur place. Même si la plupart des camionneurs sont équipés pour rester, leur réalité quotidienne les rattrape. On pense peut-être partir aujourd'hui, nous autres, là, parce que ma blonde elle travaille demain. Moi, il faut que je reprenne la route aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a des gars aussi là-dedans qui travaillent, il y a des familles. T'sais. On est du monde ordinaire comme tout le monde. On nous a demandé de manifester pacifiquement, c'est ce qu'on a fait. À cette heure, on s'attend à un retour de l'ascenseur. Les organisateurs qui veulent la levée des mesures sanitaires promettent de revenir. Fait qu'on se redonne rendez-vous. Dans 2 semaines, on va faire la même affaire qu'on a faite là, mais on va être beaucoup plus nombreux. C'est certain qu'on revient dans 2 semaines, oui. Je vais revenir tant que ça l'arrêtera pas. Personne ne voulait de débordement ici, puis il n'y en a pas eu. Fait que ça prouve que le monde sont civilisés. Les manifestants disent repartir la tête haute sans avoir dérangé les résidents du Vieux-Québec, ni compromis l'ouverture du carnaval. Ils espèrent que leur message aura été entendu par les élus qui ont tous choisi, sans exception, de ne pas venir à leur rencontre. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec. Direction la Guinée-Bissau, attaque d'une radio privée en Guinée-Bissau. Des tirs ont été entendus ce lundi matin dans la capitale, 1 semaine après la tentative de coup d'État. C'est une radio privée proche de l'opposition qui a été attaquée. Les précisions de l'envoyé spécial de TV5 Monde, Hélène Renaud, pour un décryptage de la situation. Je suis actuellement devant le siège de la radio privée Capital FM où aurait eu lieu l'attaque vers 10h du matin. 2 véhicules seraient arrivés et des assaillants en tenue militaire auraient saccagé l'intérieur des bureaux et menacé les employés. Alors, a priori, il y aurait plusieurs blessés liés à la bousculade. Je vous propose d'écouter plusieurs témoins sur place. Les assaillants sont arrivés et nous ont ordonné de nous mettre à genoux. J'ai voulu regarder qui c'était, mais on m'a tapé sur la tête. J'ai pas pu voir qui c'était. Ils avaient des cagoules qui ne laissaient apparaître que les yeux et des tenues kaki. Quand ils m'ont fait sortir, je suis resté devant le bâtiment pour essayer de les identifier. Mais les assaillants ont tiré en l'air et je me suis enfui. 3 collègues sont blessés à l'hôpital. Les attaquants ont tiré sur tous les équipements de la radio. Ils ont tout saccagé. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. On essaie de travailler de manière indépendante et digne. Et tout ça, c'est à cause d'une émission radio qui est critique du gouvernement. C'est la 2e fois qu'ils attaquent la radio et il faut que le directeur aille au tribunal pour régler ce problème. Alors les enquêteurs de la police judiciaire sont venus sur les lieux. Il faut rappeler que cet événement intervient dans un contexte très tendu après la tentative de coup d'État du 1er février dernier. Avant de fermer cette page internationale, direction le Maroc. Le Maroc enterre le petit Ryan, mort piégé dans un puits. Les Marocains ont assisté lundi aux funérailles de Ryan, un garçon de 5 ans qui a passé 5 jours coincé dans un puits. Voici un reportage signé Africa News. Les Marocains ont assisté ce lundi aux funérailles de Ryan, 5 ans, décédé après être tombé dans un puits de 32 mètres mardi dernier. Le petit garçon est resté coincé 5 jours, déclenchant une vaste opération de sauvetage qui a captivé le monde entier avant de se terminer en tragédie. Nous sommes très tristes. J'ai 2 enfants et l'un d'eux a le même âge que Ryan. En le regardant, c'était comme voir mon fils. Je remercie les autorités locales ainsi que la protection civile et les ingénieurs qui ont fait plus que le nécessaire. Mais ça reste la volonté de Dieu.
Le corps sans vie du petit garçon a été extrait du puits samedi soir après des efforts intenses pour le libérer. La foule s'était alors réjouie de voir que les secouristes aient réussi à l'atteindre, mais la joie s'est transformée en chagrin lorsque le cabinet royal a annoncé son décès. C'est ainsi s'achève la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce. Aujourd'hui, la production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio, Évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel, présentation Erlich Dorelas. Couleur du temps pour ce aujourd'hui en ciel sans soleil, à Boston, 39 degrés Fahrenheit, 4 degrés Celsius, à Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. 7 février 86, 7 février 2022, 36 ans après, Haïti n'est pas encore libéré. On avait parlé d'une deuxième révolution. Les gens de la diaspora réfléchissent autour de cette révolution. Rien n'a changé, le kidnapping a monté. Haïti est dans une situation à l'emporte-pièce. C'est la fin de cette page internationale. Passez un excellent lundi. Joyeuse semaine. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.